Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, c'est tout de suite en compagnie d'Elisabeth de Caligny qui va nous raconter cette semaine une magnifique histoire, celle de Maître Philippe de Lyon. C'est tout de suite. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Elisabeth, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, comment allez-vous? Tout va bien. Bah écoutez, tant mieux, moi aussi. On est une belle histoire. Voilà, exactement. On est censé être en vacances, mais enfin, on est toujours sur pied de guerre. Bah, vous avez raison, de toute façon, on ne s'arrête jamais. Hein, bah non, c'est sûr. Nous avons l'esprit curieux. Tout à fait. Alors, nous allons parler de ce fameux Maître Philippe de Lyon qui suscite la curiosité chez beaucoup d'entre nous. Maître Philippe soigna des milliers de personnes gratuitement, sans rien demander. De nombreuses guérisons étaient considérées comme des miracles. Qui était réellement Maître Philippe de Lyon? Eh bien écoutez, je vais vous le dire maintenant, je vais vous raconter toute son histoire. Alors de toutes les personnes dont j'ai raconté la vie, parce que je vais vous raconter sa vie, c'est probablement celle qui est la plus incroyable. Ça, alors là, c'est inexplicable. Et je dois dire que je suis effarée, épatée. Je connaissais Philippe de Lyon, mais quand j'ai retravaillé là ce sujet, je dois dire que moi-même, j'étais béate, parce que c'est absolument incroyable. Alors, Philippe de Lyon, il naît par une nuit de grand ouragan dans un petit hameau qui s'appelle le Rubatier, et ça se trouve sur la commune de Loisieux en Savoie. Ouais. Et il naît le 25 avril 1849. Alors déjà, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est que ses parents, leurs prénoms, ce sont Joseph et Marie. Ça annonce, si je puis dire, la suite, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et sa maman, qui donc s'appelle Marie, qui est née Vachon, va le mettre au monde avec une facilité absolument extraordinaire. C'est à peine les douleurs de l'enfantement. On va même dire qu'elle a chantonné pendant tout l'accouchement en faisant tourner entre ses doigts une branche de laurier. Alors le laurier, on savait que ça facilitait les accouchements autrefois. Ouais. Le premier cri que va pousser le petit garçon, que l'on va baptiser Nisier Anthelme Philippe, son premier cri va être couvert par une bourrasque de vent épouvantable qui va faire trembler la maison. Les murs tremblent et immédiatement après, on s'aperçoit que la tempête s'est arrêtée net. Alors on va regarder à la fenêtre et on va s'apercevoir que le ciel est dégagé et qu'au milieu de la voûte du ciel, entre quelques nuages qui restent encore ça et là, brille une étoile mais énorme. Et cette étoile, elle est quand même très étrange et elle va être aperçue également en plein jour, le jour de son baptême, par le curé qui est en train d'officier et qui va en rester fort troublé. Mais il n'aura rien vu, ce curé, parce qu'un petit peu plus tard, le jour de sa communion, voilà qu'au moment de la célébration de l'Eucharistie, une boule de feu traverse littéralement l'église. Alors là, le pauvre homme, et toute l'assistance d'ailleurs, est éberlué. Alors est-ce que ça, ce sont des signes annonciateurs d'un destin peu ordinaire? En amont, il y avait déjà eu quelque chose. Avant la naissance de ce petit bébé, Madame Philippe s'était rendue dans le petit village d'Ars, dans la Dombe, où officiait alors un curé du nom de Jean-Marie Vianney, qui était déjà un presque saint de son vivant. Ce curé, on l'appellera plus tard le curé d'Ars. Et le prêtre, d'après la légende, qui n'en est peut-être pas une d'ailleurs, aurait aperçu la jeune Marie perdue dans la foule. Il se serait approché d'elle, il l'aurait bien regardée dans les yeux, de son beau regard bleu, car il avait un regard bleu absolument perçant, et il lui aurait dit « Dans quelque temps, tu auras un fils, et il montera très haut. » Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, il est monté bien haut, vous allez voir. Alors, le petit Nisier va être l'aîné de 2 frères et de sœurs. Il va grandir paisiblement. Alors, ses parents son père est un éleveur de moutons.
Sa mère reste à la maison, évidemment, à l'époque c'est comme ça. C'est pas une famille bien riche. On a de quoi manger, mais bon, on n'a pas de quoi en faire beaucoup plus. Hein. Lui est rêveur tout de suite. On s'en aperçoit. Et il a trouvé le truc pour continuer à rêvasser tranquillement. Quand il va grandir, on va lui faire garder les moutons. Donc il va au pré. Les bêtes, bon, ça court partout évidemment, hein, on le sait quand on est berger. Et lui, il a trouvé un truc qui lui est venu comme ça. Il va prendre une baguette de bois et il va tracer autour du troupeau une ligne invisible. Et là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Les bêtes ne franchissent pas la limite. Donc il n'a pas à courir derrière puisqu'elles restent groupées. Et il n'y aura pas que ça. Enfin, en attendant, son père décide qu'il doit être instruit. Alors, il fait venir le prêtre du village pour lui apprendre à lire et écrire. Et ce prêtre s'aperçoit tout de suite qu'il n'est pas comme les autres. Il apprend vite, il apprend bien. Il n'a rien à voir avec les petits paysans qu'il éduque habituellement. Hein. Belle intelligence et surtout une mémoire phénoménale. Et quand il va aller à l'école publique, eh bien, l'instituteur va se faire la même réflexion. Le gamin répond même parfois à une question avant que lui-même ne la pose. Puis ses petits camarades, ils connaissent ses particularités à Nizier. Et ils s'assoient à côté de lui, d'ailleurs, ils ont compris. C'est quand ils ont mal quelque part, ou un gros mal de tête, ils viennent s'asseoir à côté de lui et hop, ils sont guéris. Et il en fait des comme ça. En tout cas, Joseph Philippe s'est bien rendu compte, malgré tout ce côté rustre, qu'il avait un fils exceptionnel. Et comme les instituteurs et prêtres lui ont dit qu'il faut l'envoyer à l'école, eh ben, il accepte. Il se dit que le confiner aux travaux des champs, ça serait certainement une ineptie. Et voilà que le jour de ses 14 ans, ou presque, enfin il a 14 ans en tout cas, il autorise son fils à rejoindre la ville de Lyon pour aller rejoindre son oncle maternel, qui est le frère donc, de madame, de son épouse, qui tient un commerce de boucherie. Alors, il va faire ses adieux à la famille, évidemment, il va faire quelque chose de très très curieux. Sur le fronton de la demeure familiale, il va se mettre à graver une énorme étoile. Une très belle étoile, comme par hasard. Peut-être en souvenir de cette étoile qui était là le jour de sa naissance, de son baptême, sait-on jamais. Enfin, personne ne lui pose de questions, ne s'étonne pas de cette nouvelle fantaisie parce qu'on sait qu'il en a et on ne lui pose pas de questions dans ces cas-là. D'ailleurs, il ne répondrait pas, je pense. Et il s'en va. Il s'en va à pied, tout seul, on ne sait trop comment, mais enfin, il arrive à Lyon. Alors, quand il arrive chez l'oncle Vachon, qui est boucher, celui-ci le fait travailler un petit peu, il est assez dégourdi, donc voilà, il le paye même, il lui donne 30 francs par mois. Alors, sa mission, c'est d'aller livrer les bons clients, hein, y a des commandes, on va livrer aux bons clients, il se prend une petite pièce et tout va bien. Et ce petit pécule va lui permettre de s'inscrire un petit peu plus tard à l'institution Sainte-Barbe de Lyon, qui a une bonne réputation et qui est tenue par les frères maristes. Et là aussi, on va tout de suite repérer qu'il est très intelligent. Il va obtenir sans difficulté ses certificats. Quelques années passent et Nizier a toujours ses dons de guérison. Hein, il va décider d'en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Alors, il faut savoir que l'oncle vit dans le quartier de la Croix-Rousse, là où se trouvent les ateliers des canuts. Alors, les canuts sont les soyeux de Lyon, c'est ceux qui tissent la soie et qui font des étoffes magnifiques qui sont connus dans le monde entier, hein, et achetés à grand prix, évidemment, parce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et ces gens, ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ces ateliers, et qui triment, même on peut dire ça comme ça, ont souvent des maux divers et variés, des graves et des moins graves. Et ils n'ont pas forcément les moyens de se payer le médecin. Et le petit Nizier Philippe va commencer à leur dire si t'as ça, et hop, il les soigne. Et il les soigne évidemment gratuitement. Et il les soigne bien. Et il y a de la clientèle. Et alors qu'il poursuit encore ses petites études à l'institution Sainte-Barbe, quand il a des heures perdues, eh bien, il va à Place de la Croix-Paquet, où il a trouvé un petit local, ou quelqu'un qui lui permet de se trouver là. Hein, on n'en sait trop rien là-dessus. Pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et soulager, et soigner, voire même guérir ceux qui sont atteints de pathologie. Alors il voit du grave et du moins grave, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas il fait merveille. Et on se presse de plus en plus pour venir le voir. Et ce qu'il va accomplir quand il est âgé de 17 ans dépasse l'entendement et va sceller définitivement sa réputation et son avenir. Voilà qu'un jour de cette année où il a 17 ans, il va visiter des amis. Et dès qu'il arrive, les amis qu'il reçoit lui disent « Oh là là, il s'est passé un drame, mon pauvre. Voilà que l'enfant de nos voisins vient de décéder. »
Alors, ils lui disent, écoute, comme tu as des capacités extraordinaires, tu pourrais peut-être aller voir. Alors, pas de souci, Nizier Philippe va chez les voisins, arrive dans le petit logement. Il trouve là 2 médecins qui sont présents, qui sont en train de rédiger le permis d'inhumer, et puis un menuisier qui est déjà appelé aussi, qui commence à taper ses clous pour réunir des planches et faire un cercueil. Il ne s'en soucie pas, il s'approche du lit de l'enfant, et il voit cet enfant qui est effectivement décédé, il a 7 ans. On lui précise qu'il est décédé d'une méningite foudroyante. Et puis, il ne s'en préoccupe pas plus que ça. C'est à la maman qu'il s'adresse. Elle est en larmes, la pauvre, effectivement. Il lui dit, Madame, acceptez-vous de me faire don de votre enfant ? Bien évidemment, la pauvre femme lui dit oui. Elle n'a rien compris à ce qu'il lui a demandé, d'ailleurs. Elle se demande pourquoi il lui demande ça, mais enfin bon. Mais la réponse de Philippe Nizier va être étrange. Il va se pencher vers la dépouille du petit garçon et il va lui dire, Jean, je te rends ton âme. Et d'un seul coup, on voit le petit visage reprendre des couleurs. Il ouvre les yeux, il adresse un beau sourire à Nizier Philippe. Et voilà comment, pour la première fois, ce jeune homme a ressuscité quelqu'un qui était mort. Comme Jésus le fit en d'autres temps avec Lazare. Alors ce ressuscité, il s'appelle Jean Chapas. Quand il va grandir, il va être très proche évidemment de celui qu'on appellera plus tard le maître Philippe. Et il deviendra un de ses disciples et même un de ceux qui guériront, tout comme lui, par la suite, une fois qu'il sera décédé. D'accord. Après cet exploit, notre ami Nizier Philippe va s'installer dans le quartier des Brotteaux. Et là, on peut dire qu'il a un petit cabinet qui tourne. Et il ne demande jamais d'argent, évidemment. En 1870, eh bien évidemment, il y a une guerre qui se déclare. On demande aux conscrits de bien vouloir rejoindre les troupes. Et il ne fait pas, évidemment, abstraction à la règle. Et là, les gens sont désespérés. Ils vont écrire au préfet. Rendez-nous notre monsieur Philippe. Bon, c'est pas ça qui va le faire revenir dans ses foyers. En fait, quand il était jeune commis boucher chez son oncle, il avait pris un couteau, il n'était pas très adroit, il s'était tranché les tendons de l'index et du pouce, si bien que quand il arrive à l'armée et qu'on veut lui faire tenir un fusil, il n'y arrive pas, il n'a pas la force pour le faire. Donc il rentre dans ses foyers. Et un petit peu après, quelques années après, il décide d'être médecin parce qu'il voit qu'il vaut mieux faire les choses d'une façon légale. Donc il s'inscrit, prend 4 inscriptions d'officiat de santé à l'école de médecine et de pharmacie de Lyon et le voici étudiant en médecine. Et là, on va s'apercevoir très vite qu'il n'est pas comme les autres parce qu'il va faire des choses également extraordinaires. Il guérit ses patients, tout simplement. Et un jour, ce sont 3 jeunes soldats qui ont la fièvre typhoïde, qui sont tellement malades qu'on leur donne quelques jours à vivre, sinon quelques heures, et ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Nizier Philippe s'en approche, il leur dispense des paroles réconfortantes et leur dit « Mais vous inquiétez pas les gars, demain, votre convalescence commence. Vous allez voir, vous serez sur pied, vous allez sortir d'ici. » Et le pire, c'est que ça va être vrai. Mais c'est pas fini. Il va y avoir quelque chose d'encore plus extraordinaire. Un jour, il se trouve devant le lit d'un jeune homme qui sanglote à fendre l'âme. On lui a annoncé que sa jambe était perdue, c'est un jeune soldat, lui aussi, et on lui dit qu'on va lui couper le lendemain matin. Nizier Philippe le regarde, lui lance ce bon sourire qui est déjà le sien, bien que ce soit encore un jeune homme, et lui murmure au creux de l'oreille « Mais vous la garderez, mais que nul ne sache que je vous l'ai dit. » Et alors, effectivement, quand le chirurgien vient le lendemain pour l'examiner, ce jeune homme, avant de lui couper la jambe, eh bien, il a surprise de constater que la jambe qui était la veille gangrénée était déjà en voie de cicatrisation et que la gangrène avait pratiquement disparu. Ouais. Donc il pose des questions, il lui dit « Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'est plus question de l'opérer, évidemment. Et le jeune soldat, qui oublie complètement ce que Nizier Philippe lui a demandé, il lui dit « Ah, c'est le petit docteur, là, petit bonhomme brun, là, qui m'a soigné. » Alors évidemment, ça pose un réel problème. Et ça va poser un réel problème. Parce qu'il y a un jeune médecin aussi, qui est collègue, si je puis dire, à l'hôpital, la confrère, qui a remarqué qu'il guérissait complètement les patients. Et puis alors du coup, on va faire une petite enquête, on va le suivre, on va voir ce qu'il fabrique et on va découvrir qu'il est guérisseur. Et qu'en dehors de la faculté de médecine, eh bien, il guérit des gens. Et pire encore, il ne leur demande pas d'argent, ce qui est absolument insensé. Le plus souvent, il exige de ces gens qu'ils ne mentent plus ou qu'ils ne calomnient plus leur prochain. C'est un scandale. Évidemment, le professeur qui dirige le service est offusqué. Comment garder un charlatan à l'école de médecine? Et on le renvoie sur le champ. Et sa situation future de médecin est définitivement tombée à l'eau. Alors, il en est profondément affecté, évidemment.
Mais bon, c'est probablement son destin et de toute façon, comme il sait ce que seront les étapes de la vie, il devait le savoir de toute façon. Toujours est-il qu'il continue et quelques temps plus tard, voilà qu'il va être appelé au chevet d'une demoiselle de la grande bourgeoisie lyonnaise, fille d'un riche industriel de la ville qui s'appelle Jeanne-Julie Landard. Elle a 16 ans, elle est gravement malade, les médecins ont baissé les bras parce qu'il n'y a rien à faire pour la sauver, ses jours sont comptés. Et voilà qu'elle retrouve, grâce à Philippe Nizier, soudainement la santé. Elle est guérie. Et elle est jolie, cette jeune fille. Et elle était perdue de reconnaissance. Et voilà notre Nizier Philippe qui en tombe amoureux, follement. Et il va même se risquer à demander la main aux parents. Lui, le petit paysan qui sort de rien. Il va demander au grand industriel de Lyon la main de sa fille. Ah, évidemment, ça pourrait poser un sérieux problème. On n'est pas du même monde. Mais les parents se disent quand même, on ne va pas les conduire, il a sauvé notre enfant. Donc on lui accorde la main de la jeune fille. Et les deux tourtereaux vont se marier le 6 octobre 1877 dans le village de l'Arbrel, où les Landard possèdent une très belle propriété qui s'appelle le Clos Landard. Et alors, ça va faire changer du jour au lendemain la situation de Nizier Philippe. Pourquoi ? Parce que la jeune épousée est très bien dotée. Elle apporte dans sa corbeille de mariage une belle propriété qui est celle du Clos Landard, c'est à l'extérieur de Lyon, où le mariage s'est déroulé, mais également divers immeubles de rapport qui donc rapportent, comme le nom l'indique, des loyers tous les mois. Donc, il pourrait s'abstenir de travailler et vivre comme un rentier, il ne le fera pas. Il va continuer à travailler sur ses patients et à les guérir de plus en plus nombreux. Mais par contre, il leur demandera toujours rien, évidemment. Le 11 novembre 1978, naît leur premier enfant. Il s'agit d'une petite fille que l'on prénommera Victoire. Qu'est-ce que je raconte 1878, elle va naître. Ouais. Et en 1918, vous aurez l'armistice, donc la victoire de la France sur l'Allemagne, qui sera signée. Donc à 40 ans d'intervalle jour pour jour, vous avez cette gamine qui, 40 ans avant, naît en s'appelant Victoire. Et vous allez voir que ce que je souligne là, il y a une raison à ça un petit peu plus tard. Hélas. Un petit garçon va naître aussi 3 ans plus tard. Hélas, lui aussi, il va mourir prématurément, à l'âge de 3 mois, alors que son père se trouve à Tunis. Le pauvre gamin a attrapé la petite vérole. En attendant, la petite Victoire fait son bonheur. Cet enfant, il l'adore, ils sont tout le temps ensemble, ils sont proches de l'autre, l'un de l'autre. Et M. Philippe travaille de plus en plus, et les journées sont longues, et les prodiges s'accomplissent. On soigne un doigt sectionné, on le recolle. 48 heures après, on ne voit plus la trace de coupure. Un enfant mourant qui a le croup, qui est une sale maladie à l'époque. Vous savez ce que c'est que le croup ? C'est une infection du larynx. Enfin, ça cause des toux épouvantables, et les mômes étouffent. Et dans les cas les plus graves, ça existe toujours le croup. Hein. Mais dans les cas les plus graves, on les met à l'hôpital avec de la cortisone et ils s'en sortent. Mais à l'époque, les enfants qui avaient ça, et apparemment les virus étaient très virulents à l'époque, ils mouraient. Hein. Donc voilà, donc le croup, quand on sait que ça arrive, on sait que l'enfant, il a des chances de partir. Alors les enfants, l'enfant et les autres sont guéris dans l'instant, c'est pas 10 ans après, c'est immédiatement. Enfin, toujours est-il qu'il a des journées pas possibles et que le seul moment où il aimerait se reposer, c'est le dimanche. Sauf que les gens, ils l'ont suivi. On a bien vu que le bon docteur Philippe, qui n'en est pas un d'ailleurs, il va dans sa maison à l'Arbrel. Alors le dimanche, on se précipite à l'Arbrel, on prend le train et on atterrit dans la cour de la ferme qui est attenante à la propriété. Et on fait la queue. Donc il ne l'arrête jamais, le pauvre. Et sa réputation finit par dépasser les frontières, si bien qu'en 1880, voilà qu'il est appelé au chevet du bey de Tunis, qui s'appelle Mohamed Al-Sadouk, et celui-là est sur le point de signer un accord de protectorat avec les Français. Or, cet homme est très malade, il a des souffrances épouvantables, vraiment il souffle le martyre, et il y a un médecin italien qui lui dit, écoutez, moi je peux rien faire pour vous, parce que je sais pas ce que vous avez, et pour moi vous êtes condamné, mais je sais pas ce que vous avez. Donc j'ai entendu parler d'un certain Philippe, Nizier Philippe, qui est guérisseur et qui est à Lyon, en France. Lui, il fait des miracles, il va pouvoir vous sauver. Et voilà comment le brave Nizier Philippe se retrouve à Tunis. Et arrivé au chevet du bey, il l'examine,
Le chef, c'est un grand chef, c'est le bey, hein, c'est lui qui dirige la Tunisie en fait. Hein. Lui dit, écoutez, mon cher, j'ai des décisions à prendre, je dois connaître la vérité sur mon état. Alors il lui dit, dites-moi les choses franchement. Et Monsieur Philippe lui dit, écoutez, je peux vous soulager, mais je ne peux pas vous sauver. Vous avez 18 mois devant vous et après ça sera fini. Alors le bey encaisse le coup. Mais dans l'instant, ses souffrances disparaissent. Au moins, jusqu'au bout, il aura pas mal. Mais il est vrai qu'il quittera définitivement la vie exactement 18 mois après, jour pour jour, où il a été approché par Philippe. Il recevra d'ailleurs une décoration pour ça, puisqu'il ne demande pas d'argent, comme je vous l'ai dit. Elisabeth, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours avec vous, Elisabeth de Caligny, pour la suite de Maître Philippe de Lyon, une histoire extraordinaire. À son retour à Lyon, il va installer quelque temps plus tard son cabinet dans un petit hôtel particulier qui fait partie des immeubles de la dot de sa femme. Et ça se trouve 35 rue de la Tête d'Or. Alors son nouveau le lieu de consultation comprend une grande salle au premier étage où peuvent tenir 80 personnes. Alors il fait installer des bancs de bois blanc, une table, et il fait ses consultations publiques et ses guérisons publiques. Alors il y a toujours un rituel. Quand il arrive dans la salle pour entamer sa séance de guérison, on le voit arriver bien droit. Aussitôt, l'assistance se lève, le silence est palpable. C'est vrai qu'il inspire le respect et la confiance. Hein. Et puis on est inquiet parce qu'on a quelque chose à demander. Ces gens contemplent cet homme avec plein d'espoir donc. Il n'est pas bien grand, il en impose. C'est vrai que, pour vous le décrire, tiens, il n'est pas grand, il est râblé, il est brun, il a un petit bedon naissant déjà parce qu'il mange bien. Et surtout, ce qui frappe, c'est son regard. Un très beau regard brun, avec des petites paillettes d'or de temps en temps qu'on aperçoit. Et là, d'ailleurs, très curieusement, dans le temps, ce regard brun, eh bien, les gens ne le verront pas de la même couleur. Et certaines personnes diront « Ah, je suis tombée complètement en pamoison quand le regard de Monsieur Philippe m'a croisé. Il était d'un bleu !» Alors ça, c'est quand même extraordinaire, vous voyez, ce changement de couleur du regard. Enfin, toujours est-il qu'au début de la séance, il demande toujours aux braves gens de se recueillir. Et puis ensuite, dans un silence de mort, il va les observer silencieusement un à un. Puis il s'avance vers eux avec un bon sourire. Il demande à l'un ou à l'autre des nouvelles. « Tu vas mieux, toi ? Allez, ça va, toi ? Et chez toi, ta belle-mère, elle a récupéré la santé ? Voilà. » Et puis les réponses fusent. On confirme qu'on va mieux. On confirme que la belle-mère a été sauvée. Alors lui, il est content. Il hoche la tête, il est satisfait, il va vers un autre. Puis souvent, tout de suite au début de la séance, il va vers les plus malades, ceux qui sont paralysés, qui soufflent martyr. Et il lance souvent à l'assistance « Voulez-vous m'aider à guérir cet homme ?» Sa voix est ferme, évidemment, tout le monde répond oui. Des oui nets, fervents aussi. Alors il dit aux gens « Pour cela, accepterez-vous de ne pas dire du mal de votre prochain durant 2 heures ?» Durant 2 heures. Ah oui, et si le cas est grave, ça peut être 3 jours. Et nouveau, évidemment, toute la salle s'exclame « Mais oui, mais oui !» Quand il s'agit d'un patient qui souffre de paralysie, c'est assez fréquent, le patient, évidemment, il n'est pas à l'aise, et Maître Philippe le regarde fixement dans les yeux, comme s'il l'hypnotisait. Et l'autre ne bouge plus, et Philippe lui dit « Vas-y, lève-toi ». Alors il se redresse lentement. S'il a des béquilles, il les lâche. Et voilà qu'il fait quelques pas. L'assistance est en délire, évidemment, parce que d'un seul coup, on va voir cet homme qui ne pouvait pas se tenir debout marcher. Il y en a qui pleurent aussi, évidemment. Et alors, des guérisons miraculeuses, il y en a eu des centaines, peut-être des milliers d'ailleurs. Alors, je vais en citer quelques-unes. Des guérisons subites qui sont absolument extraordinaires. Comme celle d'un bébé de 18 mois. Le pauvre gamin ne peut pas marcher, évidemment, puisque ses tibias, à cause du rachitisme grave dont il souffre, ont poussé en arc de cercle. C'est un tel handicap qu'il ne pourra jamais marcher, d'ailleurs. Maître Philippe s'approche et lui dit « Il suffit de demander à Dieu ». Et le gamin lui sourit jusqu'aux oreilles. Et d'un seul coup, il se relève, il marche sur ses petites jambes.
Et là, l'assistance voit quelque chose d'extraordinaire. Il n'a plus les jambes arquées. Ses tibias sont bien droits. Et la mère bouleversée pleure, évidemment. Et lors de cette guérison miraculeuse, eh bien, 2 médecins étaient dans la salle ce jour-là. Ils avaient examiné le petit avant. Et ils examineront le petit après. Et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et il y en a d'autres. Par exemple, le cas d'une petite fillette de 10 ans qui, elle, ne peut pas marcher parce qu'elle a une grave déviation de la colonne vertébrale, donc ses membres inférieurs ne la soutiennent pas. Elle se traîne par terre quand elle veut se déplacer. Ça fait 7 ans que ça dure, la médecine ne peut rien, elle sera comme ça toute sa vie. Et évidemment, la maman pleure à chaudes larmes, et puis elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Alors le maître Philippe lui dit « Ce n'est pas l'argent que je souhaite, mais la promesse de ne médire de personne jusqu'à ce que votre fille ait 20 ans. Le promettez-vous » Ah, évidemment, la dame va dire oui aussitôt, Et à ce moment-là, Philippe lui dit « Lève-toi ». La petite fille, elle se lève seule, elle ne prend pas d'appui, et elle marche. Et elle repart droite, sa colonne est raide, bien droite, comme celle des autres. Et puis il y a un adolescent aussi, qui lui ne se déplace qu'avec des cannes, il a fait une paralysie infantile, donc ses jambes sont mortes. Sa mère l'avait déjà conduit auprès du bon curé d'Ars. Vous savez, le curé Jean-Marie Vianney, qui avait annoncé à Madame Philippe un enfant extraordinaire. Et le curé Vianney lui avait dit « Oh, vous savez, je ne peux rien faire pour votre fils. Mais un jour, vous verrez, il se trouvera face à un homme qui, lui, pourra le guérir. » Et ben voilà, la prédiction s'est avérée juste. Et maître Philippe va demander à la mère de monter avec son fils jusqu'à Notre-Dame de Fourvière pour y suspendre ses cannes en guise d'ex-voto. Et la pauvre femme lui dit « Mais enfin, monsieur Philippe, vous voyez bien que je peux pas. Comment je vais le monter? Il tient pas debout. » Alors Philippe a un sourire et il ordonne au jeune homme de marcher. Et le pire, c'est que ça marche. C'est le cas de le dire. Le gamin repart sans ses cannes et il marche normalement. Il y a un homme aussi qu'on verra arriver, il a pris un coup de pied de cheval. À plusieurs reprises, il a la jambe dans un état épouvantable, il souffre le martyre et surtout cette jambe est bloquée. Et donc, maître Philippe va demander à quelqu'un de l'assistance de le magnétiser. Là, on va changer de formule. Et c'est le pire, c'est que c'est pas lui qui a fait quelque chose. Et maître Philippe dit, bah alors, comment c'est? Tu vas mieux? Alors le blessé dit oui. Je ressens plus rien. Il dit, bon, il faut faire une bonne suture maintenant. Puis on va faire un petit massage, un massage peu ordinaire, tu vas voir. Maître Philippe va prendre une des béquilles du jeune homme, enfin de l'homme plus exactement, et va demander à une personne qui était devenue un de ses élèves, parce qu'il a commencé à avoir des élèves à l'époque, qui se trouve à l'autre bout de la pièce, de frictionner à distance la béquille, comme si c'était la jambe du malade. La personne, évidemment, fait ce qu'on lui demande, et au fur et à mesure, voilà que l'homme qui ne sentait plus sa jambe et qui souffrait le martyre, sent que sa jambe revient. Là, il n'y a plus de douleur déjà, mais elle revient, il peut marcher normalement, elle n'est plus bloquée. Il est guéri définitivement. Et alors là, le cas le plus extraordinaire, je crois que c'est celui-là. Une dame vient d'Italie, avec son petit garçon qui est handicapé, il a 10 ans. Et il a surtout une jambe, ce pauvre enfant, 10 cm plus courte que l'autre. Donc il ne peut pas marcher, évidemment. Maître Philippe va prendre le petit des bras de sa maman, il va le poser au sol à quelques mètres d'elle. Puis il dit maintenant, mon gamin, allez, va rejoindre ta mère. Et on voit le gamin qui se traîne sur le sol, tout le monde regarde évidemment ce qui va se passer. Et à la grande stupéfaction de l'assistance, on voit le tibia qui repousse, à vue d'œil. Et il repart sur ses 2 jambes. Il a les 2 jambes de la même taille à la sortie. Et il y a un autre cas, celui d'une maman qui amène sa petite fille âgée de 10 mois. C'est une dame d'un milieu très bourgeois, aisé. La petite a une tuberculose terminale, poumon, intestin, bon elle est fichue, on lui a même pas donné quelques jours. C'est vraiment le recours de la dernière chance et c'est pour ça qu'elle s'est risquée dans ce quartier populaire pour aller voir cet homme qui fait des miracles. Et monsieur Philippe la regarde et lui dit tac au tac, madame, vous n'êtes pas assez riche pour nous payer. Alors elle ne comprend pas la dame, et il lui explique. Il lui explique que c'est moins sa richesse matérielle que son cœur qui n'est pas riche. Alors il va lui demander d'arrêter, de ragoter, de dire du mal des uns des autres, d'arrêter d'être aussi rapiate, aussi peu généreuse avec les pauvres. Et il lui dit, bon, je vais guérir ta petite fille. Mais alors pendant 3 jours, tu ne dis pas un mot de travers sur quelqu'un. Tu ne médis plus. Et il demande à l'assistance de promettre la même chose. Est-ce que vous, dans l'assistance, vous accepterez d'abord de payer, de vous cotiser,
entre vous pour qu'elle puisse récupérer de l'argent et le donner aux pauvres? Et est-ce que vous accepterez pendant 3 jours de ne plus médire? Alors évidemment, l'assistance dit oui, et le bébé est guéri instantanément. Il va y avoir un autre cas de résurrection. Un jour, il est toujours en train de faire ses soins à la tête d'or, et un commerçant qui connaît de longue date arrive complètement paniqué et en larmes. Son fils vient de mourir de la diphtérie. Et il prévient maître Philippe qui lui dit « Bon, écoute, je vais venir à son chevet, attends un peu, je finis et j'arrive. » Alors évidemment, après, il va voir chez l'homme ce qui s'est passé. Et effectivement, le gamin est décédé. Et cet épicier vend à crédit. Et maître Philippe lui demande s'il va exiger maintenant de payer ses clients débiteurs, ceux qui ont un compte chez lui. Et l'autre, spontanément, lui répond non, non. Alors il montre le cahier où il y a toutes les choses qui sont marquées et que les gens doivent, et il jette le cahier dans le feu. Maître Philippe sourit et lui dit « Bon, allez, emmène-moi voir le petit ». La maman est là, elle pleurait, elle prie, elle pleure. Et arrivé là, maître Philippe se penche et appelle le défunt par son prénom. Aussitôt, celui-ci ouvre évidemment un œil, se met à respirer. Alors des prodiges comme ça, il y en a un paquet. Des résurrections pas trop, mais des guérisons spectaculaires immédiates, il y en a beaucoup. Et puis des fois c'est assez curieux parce que c'est des guérisons à distance, c'est pas les gens qui sont sous son nez. Une fois dans un bureau de poste, il attend pour poster une lettre, il est avec un ami qui est également un de ses disciples parce qu'il en aura certains, dont le célèbre docteur Gérard Ancos, Papus, le jeune homme aussi dont je parlais tout à l'heure, le premier ressuscité qui s'appelle Chapas. Donc il est avec l'un d'entre eux, et puis ils font la queue. Et puis au guichet, il y a une dame en larmes qui s'explique. Elle a appris que son petit bébé qui était en nourrice allait mourir, et elle voulait absolument le rejoindre pour assister à ses derniers instants. Et elle veut envoyer un télégramme à la nourrice pour prévenir de son arrivée. Mais la postière n'en a rien à faire, pas d'argent, pas de télégramme. Madame, vous nous dites que vous ne pouvez pas payer, vous n'aurez pas de télégramme, au revoir madame. Maître Philippe est complètement scandalisé et il va demander à son ami de glisser dans la main de la dame quelques billets, il y en a pour 25 francs en tout, et comme ça elle a de quoi pour le télégramme et puis pour autre chose évidemment, puisqu'elle n'est pas bien riche la pauvre femme. Et avant que l'ami ne remplisse sa mission, elle le retient par le bras puis lui dit « Portez-lui, dites-lui aussi que l'enfant est sauvé. Si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle vienne me voir. La mère reviendra jamais, ce qui veut bien dire que l'enfant a été sauvé et qu'elle s'est débrouillée toute seule. » Alors tout ça c'est très bien, sauf que ça attire évidemment l'attention. Et de temps en temps, la police le surveille d'un œil, on le suit un peu, on regarde ce qui se passe dans la salle, et oui, il y a trop de miracles, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis les médecins, ils ne sont pas contents évidemment, parce qu'ils voient que leur clientèle, elle baisse. Alors vous avez des médecins qui sont bien, qui sont intéressés par les prodiges, qui vont même venir pour voir comment ça se passe. Et ceux-là, et d'autres d'ailleurs, quand ils n'arrivent pas à guérir un patient qui est dans un état désespéré ou incurable, ou ils ne savent pas ce qu'il a, et ils l'envoient chez maître Philippe. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais les autres, ils ne voient pas, dans la majorité, les choses d'une même façon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont engager des procès. Si bien que le pauvre monsieur Philippe va se retrouver en 1887, 1890 et 1892 devant le tribunal correctionnel de Lyon. Et il sera condamné par 2 fois pour exercice illégal de la médecine. Alors, lors du dernier procès, le procureur, dans ses réquisitions, n'y va pas de main morte. Non seulement il l'accuse d'exercice illégal de la médecine, mais également d'avoir volé des bijoux dans les sacs des dames qui se trouvent dans la salle où on pratique les guérisons. Alors maître Philippe est quand même dévasté d'entendre un truc pareil, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Enfin bon, ça prouve une chose, c'est que la belle société lyonnaise ne le tient pas en odeur de sainteté. Mais le ciel parfois va rétablir l'équilibre. Le lendemain de ce réquisitoire désastreux et particulièrement virulent, voilà qu'on fait appeler en urgence maître Philippe, car son petit garçon, lui aussi soudainement est atteint d'un croup virulent qui laisse que peu d'espoir d'après le médecin qui a été appelé. Il va passer. C'est une question d'heure. Maître Philippe va aller chez ce procureur, celui-ci est éploré, et la première chose qu'il lui dit, vous savez, j'ai été dur pour vous, mais je vous en prie, si vous le pouvez, sauvez-le. Maître Philippe le regarde droit dans les yeux et lui dit c'est fait. Et effectivement, l'enfant est instantanément guéri, comme d'habitude. Et ceci aura une incidence, c'est que maître Philippe ne sera jamais plus poursuivi en correctionnel. Malgré cette interdiction d'exercer la médecine, il continue à guérir ses patients rue de la Tête d'Or. Et de temps en temps, il y a des intuitions. Il donne des avertissements. Un jour, il va écrire au président de la République, Sadi Carnot,
pour lui demander de changer certains éléments de sa politique, sinon il risque gros. L'autre n'en fera rien, effectivement, il sera poignardé à mort le 24 juin 1894, et comme par hasard à Lyon, un soir où il est venu assister à une représentation à l'opéra. Et puis il va se passer autre chose. Il faut savoir que le docteur Girard Encausse, qu'on appelle Papus, dont je raconterai peut-être l'histoire passionnante un jour aussi, qui est un grand ami de Philippe de Lyon et un de ses proches disciples, a fondé en 1884 un ordre théosophique qui est l'ordre des martinistes. Et dans ce cadre-là, cet ordre, il donne souvent des conférences et il évoque très souvent un maître spirituel, mais sans jamais donner le nom. Et ce maître spirituel, évidemment, vous l'avez compris, c'est maître Philippe, et assiste à ces réunions très souvent et à ces conférences des Russes qui viennent donc de Saint-Pétersbourg et qui viennent souvent regarder les beaux tissus pour les acheter, les soieries. Et ils viennent également, puisqu'il y a une sorte de liaison spirituelle, de lien spirituel très ancien qui relie la Russie à Lyon. Ils viennent écouter des conférences et notamment les conférences de cet ordre martiniste. Et lors de cette conférence, un jour, il y a quelqu'un de très important qui assiste à une de ces conférences de Papus. C'est rien de moins que le cousin du tsar, Nicolas II, et il s'agit du grand-duc Pierre Nikolaïevitch. Et celui-là, il n'est pas idiot, parce qu'il sait ce qui se passe dans la ville de Lyon, et il a très bien compris que le maître spirituel dont Papus ne cite jamais le nom, eh bien, c'est maître Philippe. Et il va demander à Papus s'il ne peut pas le rencontrer et où il se trouve. Et Papus va donner les indications, évidemment. Et voilà le grand-duc parti avec son épouse, la grande-duchesse Militsa, qui a été connue d'ailleurs pour présenter Raspoutine à l'impératrice un petit peu plus tard. Donc Militsa ainsi que sa sœur, ainsi qu'un grand maréchal de la cour de Russie, qui prennent le tramway pour aller dans les quartiers populaires voir Monsieur Philippe. Quand ils arrivent là, ils sont évidemment perdus. On leur répond sans peine pour leur indiquer où ça se trouve, parce que tout le monde connaît, évidemment, tout le monde a été soigné. Il va y avoir une entrevue en privé avec maître Philippe. C'est des échanges simples, chaleureux. Il est spontané et les grandes duchesses sont séduites. Cet homme est formidable. Et quel sourire et quelle bienveillance. Et puis alors, quand ils vont assister aux séances de guérison, alors là, ils vont revenir complètement éblouis. Ils n'ont jamais vu ça. Surtout les grandes duchesses, parce qu'à l'époque, il y a des salons à Saint-Pétersbourg où on fait des choses merveilleuses. On fait venir des gens qui font des choses pas possibles. Mais alors là, ça dépasse l'entendement. Celui-là, il est vraiment différent. Alors, quand elle rentre en Russie, elle raconte encore, et à qui veut les entendre, tous ces miracles qu'elles ont vus. Et ça revient aux oreilles du grand-duc Vladimir, qui lui aussi est un cousin de Nicolas II, qui se dit, je vais aller y voir. Donc le voilà parti à Lyon. Et il va aller voir ce qui se passe au 35 rue de la Tête d'Or. Et il va voir qu'effectivement, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire venir en Russie auprès du tsar et de la tsarine, puisque tout ne roule pas comme on voudrait que ça roule. C'est comme ça que le 29 décembre 1900, Monsieur Philippe va monter dans un train à destination de Saint-Pétersbourg. Quand il débarque là-bas, il fait un froid de canard parce qu'on est en plein hiver, et il va assister à un office religieux qui est célébré par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. C'est le père Ivan de Kronstadt. Et celui-là, il a le lien direct avec la famille impériale. Et c'est lui qui introduira et reconnaîtra et adoubera plus tard celui qui succédera à maître Philippe, c'est-à-dire Raspoutine. Et quand il voit maître Philippe, qu'il ne connaît pas, au milieu de la foule, eh bien, il va se diriger vers lui et il va lui dire « Bonjour frère ». Il l'a reconnu. C'est un peu médium, cet Ivan de Kronstadt. Enfin bon, les choses n'iront pas plus loin. Il va être reçu dans les milieux de l'aristocratie, on lui fait bon accueil, il sait écouter, il a des petites phrases qui marquent les esprits et surtout il guérit d'un seul coup, sous les yeux. Alors évidemment, ça épate. Mais on l'admire pour autre chose, il est serein, c'est pas un charlatan, il n'essaye pas d'en faire des tonnes, ça se passe naturellement. Et il va repartir en France avec des amitiés indestructibles avec lesquelles il va d'ailleurs avoir des liens épistolaires. Et c'est plus tard que la tsarine va apprendre que ce monsieur Philippe est venu. Elle va l'apprendre par la grande duchesse Militsa, sa cousine. Elle n'est pas contente, parce qu'elle lui a dit quand même, vous auriez pu me prévenir, ma chère. Elle est un peu froissée, parce qu'elle a tout ce qui est occultisme, spiritisme, elle adore, évidemment. Puis elle a surtout une demande importante à lui faire. Elle a déjà 4 filles, mais 2 garçons, point ne vient.
Elle n'arrive pas à tomber enceinte et on sait que si elle n'a pas d'héritier, ça va mal se passer. Et puis ça va d'autant plus mal se passer qu'elle a une belle-mère qui ne l'aime pas, qui s'appelle Maria Fyodorovna, qui ne perd pas une occasion de lui dire que si elle n'a pas d'héritier, il faudra que son mari, Nicolas, passe la main à son jeune frère Michel. Donc ça inquiète beaucoup l'impératrice. Elle tient à son rang et surtout elle veut donner à son cher mari qu'elle aime tant et ils s'aiment tendrement ces deux-là, un fils. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny pour la suite de cette histoire merveilleuse, Maître Philippe de Lyon. C'est en 1901 que la tsarine et le tsar, qui sont en visite officielle à Paris, invités par le président Loubet, qu'ils vont rencontrer à ce moment-là Philippe de Lyon. En fait, la tsarine va demander au président Loubet où est-ce qu'on peut trouver cet homme-là et comment est-ce qu'on peut le faire venir. Et le président Loubet va carrément prêter le château de Compiègne pour que l'entrevue ait lieu. Et ce jour-là, l'accueil va être chaleureux. Maître Philippe va arriver très simplement. Comme dira un policier russe de la police secrète qui assiste à l'entretien, il dira qu'il a l'air modeste et sérieux d'un instituteur endimanché, puis il remarquera aussi qu'il a pendu autour du cou un petit sachet de soie noire en forme triangulaire. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et à la suite de ça, notre ami Maître Philippe repart à Saint-Pétersbourg. Là, cette fois, il est avec sa fille Victoire et son gendre, le docteur Lalande. Parce que Victoire est tombée amoureuse d'un médecin, et qui est charmant d'ailleurs, et qui deviendra un disciple très proche de son beau-père, Maître Philippe. Donc c'est sur invitation du tsar Nicolas II qu'on arrive à Saint-Pétersbourg cette fois. Sauf que il est simple, le bonhomme. Et Nicolas II, il sait très bien que quand on est à la cour, il faut rutiler un petit peu. L'habit fait le moine, comme on dit. Et donc il va se dire, il va falloir que je me le transforme, cet homme. Donc il dit qu'au presto, il le propulse général de l'armée impériale russe. Et il lui fait faire aussitôt un beau costume par un tailleur, un beau costume de général, avec des médailles qui vont avec. Et ça fera sourire beaucoup Maître Philippe, qui, quand il reçoit ses décorations, murmurera entre ses dents, « on me donne un hochet ». Et puis, il y a autre chose que le tsar aimerait bien asseoir au niveau de la situation de Maître Philippe, pour pouvoir l'imposer probablement, c'est qu'il puisse avoir le titre de médecin. Parce que Maître Philippe lui a raconté son histoire. Et ça l'a offusqué le tsar. Il veut qu'il soit reconnu officiellement par la France médecin. Donc il va écrire carrément une lettre au ministre des Affaires étrangères français, qui s'appelle Théophile Delcassé, pour lui demander de soumettre le cas de Maître Philippe au président de la République Loubet, afin qu'il puisse avoir ses diplômes le plus vite possible. C'est le tsar qui écrit. C'est la panique à bord à tous les étages. Delcassé reçoit ça. Ça monte sur le bureau du président Loubet. Oh là 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 là. C'est pas le moment d'indisposer le tsar quand même. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Parce que les médecins, on peut pas leur demander un truc pareil. On va avoir la révolution. Alors on va se débarrasser de la patate chaude en l'envoyant carrément sur le bureau du préfet du Rhône, qui se dit comment je vais faire et qui va faire une enquête. Et alors, c'est comme ça qu'un professeur parisien de médecine parisienne, qui est assez connu à l'époque, qui est le professeur Brouardel, va se retrouver à Lyon à rencontrer Maître Philippe. Alors, il va au 35 rue de la Tête d'Or et Maître Philippe va l'accueillir très chaleureusement et courtoisement. Il lui dit « Écoutez, professeur, vous m'indiquez pourquoi vous êtes là. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, il y a une dame qui souffre le martyre, regardez son ventre, eh bien vous allez l'examiner. Donc on va dans une petite pièce attenante, le professeur Brouardel n'est pas venu tout seul, il y a d'autres médecins,
Il procède à l'examen de la personne et le diagnostic tombe. La malheureuse souffre d'hydropisée au dernier degré. Elle a peu de chances de survie, quelques heures tout au plus. Maître Philippe, après ça, l'a fait porter, puisqu'elle ne peut plus marcher. Donc elle revient dans la salle. Et Maître Philippe lui dit maintenant, il dit à la femme, maintenant, lève-toi. Mais la pauvre gémit, elle dit, attendez, je peux pas. Il insiste, il lui dit, marche. Elle fait quelques pas. Et puis, ça va beau mieux, elle marche. Elle ne se plaint pas. Mais d'un seul coup, elle dit, mais je peux. Je vais danser même. Et voilà que l'assistance médusée, y compris le professeur Brouardel et ses acolytes, voit cette femme qui se met à tourner comme un derviche, et qui dégonfle la vue d'œil, au point qu'elle est obligée à la fin de sa danse de tenir sa jupe, qui est devenue trop large brutalement, pour pas qu'elle tombe à ses pieds. C'est un truc de fou. Elle a dégonflé, elle est plus malade, elle va très bien. Alors évidemment, tout le monde est stupéfait, la médecine en premier, et on regarde par terre si c'est pas une blague, s'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas une goutte d'eau par terre, le sol est sec. Et le professeur Brouardel, qui va faire preuve d'une honnêteté intellectuelle totale et qui a été très impressionné, va dire et écrire: ce qui vient de se passer est inexplicable. Par les lois scientifiques actuellement connues, je ne puis que m'incliner. Ça ne veut pas dire pour autant que la France décernera ses diplômes à Monsieur Philippe. Alors, le tsar décide de pallier à cette carence. La France ne veut pas le reconnaître, la Russie le reconnaîtra. Et il demande à l'Académie impériale de médecine militaire de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que, de par le grade qu'on lui a attribué, Maître Philippe est devenu général militaire, donc on lui demande de lui donner son diplôme de médecin. Ah oui, mais la fac de médecine dit bon, on veut bien, mais on va lui faire passer un petit examen quand même. Ah bon, très bien. Alors on fait venir Monsieur Philippe à l'Académie, on lui dit bon voilà, on vous emmène dans un hôpital et on va vous présenter 6 patients et on vous demandera de faire un diagnostic. Et Maître Philippe leur répond, c'est pas la peine que je les voie, dites-moi simplement leur numéro de chambre, et puis j'irai les voir après, en tout cas en attendant je vais vous donner les diagnostics. Et on lui donne 6 numéros de lit ou de chambre, je ne sais plus exactement, et il pose un diagnostic sur chaque personne, chaque malade. Et les gens sont absolument éberlués, ils lui disent mais comment vous avez vu, comment vous avez fait? Et lui répond, allez voir maintenant, ils sont tous guéris. Et les bons médecins vont se rendre au chevet de ces patients qui effectivement ne souffrent plus d'aucun symptôme ni d'aucune maladie, ils sont guéris. Alors il va effectivement recevoir, pour ce fait d'armes si je puis dire, un joli diplôme, il est médecin officiel reconnu par la Russie. Quand même assez extraordinaire. Va y avoir une grande influence de Philippe de Lyon sur le couple impérial. Il faut savoir que le tsar, il est spécial, Nicolas II. Il est falot, il est indécis, rien à voir avec ses ancêtres qui avaient une autorité. Lui, il n'avait pas envie de régner quand il est monté sur le trône. Il aurait préféré rester tranquille dans sa petite famille. Le sens des responsabilités, ça n'est pas son fort. C'est un tiède dans toute sa splendeur. Et pour tout le monde le sait, mais Maître Philippe voit un peu plus loin. Parce qu'il a cette capacité, c'est de lire les âmes, et il voit le futur surtout. Donc il va donner beaucoup de conseils à ce tsar pour qu'il arrête avec sa tiédeur et qu'il prenne ses décisions et surtout qu'il tienne son rang. Il va pas aller comme Raspoutine le fera plus tard en disant Sire, faut que vous fassiez ça avec l'Allemagne, faut que vous fassiez ça avec autre chose. C'est pas ça du tout. Ce sont des conseils de bon sens et de généralité pour que son comportement change. Et puis, il pressent le futur, comme je vous l'ai dit, parce qu'un jour, il va dire au tsar de façon prémonitoire « Qu'arrive-t-il lorsqu'un gouvernement tombe dans une apathie complète ? Les nations voisines lui déclarent la guerre et sont quelquefois victorieuses. C'est l'aiguillon dont se sert Dieu pour réveiller les hommes. » À bon entendeur, salut. Oui, le tsar passera à côté. Les efforts que déploie Maître Philippe ne sont pas suivis des faits. C'est pas qu'il a l'air sot, il n'est pas sot, le tsar. Non, mais... Il comprend pas très bien les phrases énigmatiques de Maître Philippe. C'est un peu spirituel, ça lui passe à côté. Par contre, ça va beaucoup mieux marcher avec l'impératrice. Pour elle, la spiritualité, elle connaît, elle comprend les phrases. Et puis elle est éblouie par cet homme qui fait des miracles, ce thaumaturge. Elle dira à Maître Philippe, j'ai tout à fait confiance en vous. Vous êtes la voix de Dieu, vous êtes la voix de la sagesse. Je comprends tout ce que vous me dites. Je ferai tout ce que vous me dites de faire. Elle dira exactement la même chose quelques années plus tard à Raspoutine d'ailleurs.
Et puis, elle est éblouie surtout par ses capacités que Maître Philippe peut déployer hors guérison. Elle aime bien quand ça sort de l'ordinaire. Elle ne va pas être déçue. Parce que Maître Philippe a un pouvoir sur les éléments. Et on va lui raconter, à la tsarine, on va lui rapporter quelque chose qui correspond à une affaire à quelque chose qu'elle a vécu avec Maître Philippe. D'ailleurs, je vous l'ai raconté, cette histoire. Un jour, elle était au bord d'un lac avec Maître Philippe et elle regardait le tsar qui faisait du canot sur le lac. Et puis, le vent soufflait, le lac gonflait, elle s'est complètement affolée et elle a regardé Maître Philippe, l'air de lui dire « arrêtez-moi ça ». Elle ne savait pas qu'il avait ce talent. Effectivement, immédiatement, le vent est tombé et le lac s'est calmé. Mais elle savait également qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire au palais d'été à Tsarskoye-Selo. Un ouragan s'était brusquement levé. Maître Philippe, qui était présent à cette revue, avait été enjoint par un grand-duc qui se trouvait à ses côtés de calmer la tempête, parce qu'il y avait du sable qui se soulevait de partout, on ne voyait plus rien. Maître Philippe avait levé la main, la tempête s'était calmée immédiatement, dans l'instant. Et le gendre de Maître Philippe et sa fille Victoire, qui assistaient à l'événement, ont rapporté par la suite qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, comme si le temps s'était arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont vu, alors que le vent ne soufflait plus, les arbres qui étaient restés courbés, comme si le vent continuait à souffler. Et ça a duré quelques instants, et ça a été visible par beaucoup de gens. Il y avait déjà eu une tempête calmée par Maître Philippe, sur demande du tsar d'ailleurs, alors qu'il se trouvait à bord du yacht impérial. Maître Philippe avait fait un mouvement et la mer s'était calmée brusquement. Le vent n'avait plus soufflé. Mais enfin bon, ce qui intéresse la tsarine, c'est la voix de Dieu, la sagesse que dispense Maître Philippe. Et elle a surtout une petite idée derrière la tête, mais bon, la voix de Dieu. C'est important que je vous cite Maître Philippe à propos de ce qu'il est et de ce qu'il va dire de lui, et à propos de cette voix de Dieu. Il va dire « Je n'ai pas suivi la même voie que les hommes, c'est pourquoi je n'ai aucun mérite ». Et il va le dire à la tsarine, ça. Je suis tout petit, le plus petit. Je suis le plus vieux de vous tous. Personne n'est aussi petit que moi. Je suis le plus petit de tous, et si vous voulez que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez, ne soyez pas plus grand que moi, ne soyez pas orgueilleux, ne vous croyez pas quelque chose, ne soyez rien, car vous n'êtes pas grand-chose. Un vilain sac de pourriture, pétri des 7 péchés capitaux, voilà ce que nous sommes. Et il sort ça à la tsarine. Elle aurait pu mal le prendre, pas du tout. Elle trouve que cette tirade est merveilleuse. Et elle se dit, cet homme-là, c'est un saint. Et elle se dit, comme c'est l'intermédiaire idéal, je vais lui demander qu'il exauce mon vœu le plus cher, celui d'avoir un héritier. Oui, comme je vous l'ai dit, la cour brise de ragot et sa belle-mère lui fait pas de cadeau. Et un jour, elle s'en ouvre au maître. Elle lui dit, Maître Philippe, il faut que j'ai un fils. Je vous demande, je vous supplie de faire en sorte que ça arrive. Maître Philippe la regarde dans les yeux, il ne répond pas. Puis après, il se détourne. Il est comme absent. Alors elle insiste, Maître Philippe, je vous en prie. À quoi il se pense à ce moment-là, Maître Philippe? À cet enfant hémophile qui pourrait bien être? Oui. Savoir que la reine Victoria, qui est la grand-mère de l'impératrice, elle est hémophile, elle a transmis l'hémophilie à tous ses rejetons, à son fils Léopold qui est mort à 40 ans, à ses filles qui ont transmis à leurs rejetons mâles. Donc il y a eu des dégâts dans la famille. Donc, et il voit le futur, lui, c'est ce qui va se passer. Et ce jour-là, il ne répondra pas. Il ne dira jamais à l'impératrice, vous aurez votre fils. Non. Il ne dira que beaucoup plus tard, alors que les deux se trouvent dans une calèche en Crimée, ils sont allés partir rendre visite au grand-duc Pierre qui a des terres là-bas. Il se penchera d'un seul coup vers elle, il lui dira, oui, Majesté, vous aurez un fils. Et ce fils, vous allez voir, viendra plus tard. Bon, alors, la situation de Philippe, évidemment, on l'a porté au nez au départ, mais on a vu ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il avait de plus en plus d'intimité avec le tsar et la tsarine. Ça ne plaît pas. Les services de police russes ont décidé de mettre un terme à la présence de Maître Philippe sur le territoire, parce qu'on trouve qu'il a trop d'influence. Je ne parle pas de la tout-puissante Église orthodoxe. D'ailleurs, Monseigneur Théophane, qui est le confesseur de la tsarine, va être diligenté par ses instances supérieures pour inciter la tsarine à renvoyer Maître Philippe dans ses foyers. Pour l'Église, c'est un faiseur de faux miracles, un charlatan, et il a un peu trop de poids sur les avis et les décisions du couple impérial.
Bon. Alors, ça enquête dans tous les bords. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, le tsar ne demande pas des enquêtes de police, mais les services de police lui mettent sur le bureau. Et voilà qu'un jour, il reçoit sur son bureau, le tsar, un rapport avec des accusations absolument infâmes sur Maître Philippe. Ça le fait rire, le tsar, parce qu'il sait très bien que c'est des mensonges, tout ça. Et il le fait lire à ce pauvre Philippe qui n'en revient pas, et qui a les larmes aux yeux, et qui dit « Mais ça, alors là, c'est du mensonge, Majesté, et je vous assure que je vais leur faire un procès. » Le tsar sourit et lui dit « Écoutez, mon cher, ne perdez pas votre temps à faire des procès, moi je sais qui vous êtes, je sais que ce sont des mensonges, et je vais vous dire, je ne vous aurais jamais fait lire ce rapport si je n'avais pas confiance en vous. » Cela étant, les choses se dégradent de plus en plus, il y a de plus en plus de pression sur le tsar, et le maître lyonnais a compris qu'il faut qu'il regagne la France. Il ne veut pas en être chassé, il veut partir de lui-même, donc il va y avoir une soirée d'adieu dans les appartements privés. Le tsar est là, avec toute sa famille. Nicolas II est complètement retourné, il dit que c'est un vrai gâchis. La tsarine pleure. Et Maître de Lyon va se tourner vers elle et va lui dire « Soyez en paix, Majesté. Un autre ami viendra et vous protégera quand je ne serai plus là. » Il annonce Raspoutine. Alors ça sera un ami de la famille impériale. Mais autant Maître Philippe aurait été la lumière, autant Raspoutine sera l'ombre. En tout cas, il aura rempli sa mission, Maître Philippe, puisque la tsarine accouchera le 12 août 1904, soit 2 ans plus tard, du petit tsarevitch Alexis Romanov. Elisabeth, on marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette magnifique histoire en compagnie d'Elisabeth de Caligny, Maître Philippe de Lyon. Alors, après ça, il revient à la Tête d'Or, il reprend ses visites et il est différent. Il parle souvent de l'ami. Alors l'ami, c'est le Christ. Il est investi de plus en plus, on le trouve de plus en plus absent. Mais c'est certainement un contrepoids par rapport à ce qui va lui arriver, parce que les ennuis vont commencer et ces ennuis resteront jusqu'à la fin. On ne sait pas comment il s'est lié d'amitié avec le Kaiser. Alors c'est une bonne idée. Le Kaiser Guillaume II. C'est une relation étrange qui lui valent d'avoir immédiatement à nouveau les services secrets français sur le dos. Et on ouvre ses courriers, ce qui lui déplaît, on décachette même les courriers envoyés par le tsar et la tsarine de Russie. Hein. Donc il ne supporte pas. Les courriers qui viennent de Guillaume II sont ouverts. Donc il va s'arranger avec un commerçant lyonnais d'aller les chercher en Allemagne maintenant pour que ça ne passe pas par les services postaux. Il va avoir dans la salle des policiers qui vont commencer à arriver. Pour le premier qui est venu à la salle de la rue de la Tête d'Or, il va le repérer tout de suite et il va l'accueillir en lui disant « Alors, Gredin, te voilà ? Allez, assieds-toi et regarde. » Bon, n'empêche qu'il va être suivi. Sa femme et lui ne peuvent plus faire un pas dans la rue. C'est absolument épouvantable. Et il en souffre beaucoup de tout ça. Et le soir, quand il rentre au Clos Landard, à la Brelle, on le voit souvent partir après le dîner. Il parle seul, il regarde les étoiles et on sent qu'il communie avec la création et qu'il voit probablement le Christ, car il avait certainement cette capacité. Et puis, le pire l'attend. Il va y avoir une épreuve terrible. Sa fille Victoire, qui est alors âgée de 25 ans, qui est son trésor, elle tombe malade, très gravement. Tout le monde dit, mais écoute, Maître Philippe, il faut que vous la sauviez. Sa femme lui dit, écoute, sauve-la, c'est notre fille, c'est notre enfant unique. Le mari de Victoire, le fameux docteur Lalande, qui est vraiment un ami, lui dit, maître, je vous en prie, sauvez ma femme. Et lui va répondre, eh non, mon doc, eh non, je ne peux rien y faire. Il va dire à sa femme, qui pleure, qui a entendu, la volonté du ciel, et qu'elle s'en aille. Mais pour prouver que le ciel peut tout, elle ira mieux 2 jours, puis le 3e, elle reviendra à l'état où elle est née en ce moment. C'est exactement ce qui arrivera, et Victoire va partir le 29 août 1904. On va ensuite l'exposer aux visites, dans sa robe de mariée. C'est absolument triste, c'est épouvantable même pour Philippe de Lyon. On peut se demander pourquoi Philippe de Lyon n'a pas sauvé sa fille. Alors on n'est pas sûr d'avoir la source exacte, mais enfin il semblerait
qu'il a offert à Dieu la vie de sa fille afin que la guerre, une guerre qui risquait de se déclencher de façon imminente avec l'Allemagne, et il était bien au courant puisqu'il était avec le Kaiser, en relation avec le Kaiser, que cette guerre soit annulée, ou du moins repoussée. Bon, elle éclatera plus tard, 10 ans jour pour jour ensuite, puisque ça sera en 1914. Et je vous parlais tout à l'heure de ce prénom de Victoire et de sa date de naissance. Elle était directement associée, si je puis dire, à cette destinée de la France avec la guerre de 14. Elle était certainement prédestinée. Et Maître Philippe le savait. C'est probablement pas la raison pour laquelle il l'avait appelée Victoire. Mais après ça, il ne va pas s'en remettre. Il va expliquer que la mort de Victoire l'a crucifié vivant. On l'entendra plus plaindre, mais il ne sera plus jamais le même. Il dira quand même qu'il sent sa présence, qui est subtile, aérienne autour de lui. Mais on sent qu'à partir de là, il se détache des choses de la terre. Son état va d'ailleurs rapidement se détériorer. On lui détecte, en tout cas le docteur Ancos, qui est Papus, qui est médecin, on lui détecte une maladie cardiaque dramatiquement grave. C'est souvent le cas d'ailleurs des grands guérisseurs. Ils sont souvent atteints par le cœur. Et un jour, de 1903, il va dire « Vous ne me verrez plus, je m'en vais où j'ai affaire ». Il connaît la date de sa mort, comme Nostradamus d'ailleurs. En décembre 1904, les proches constatent que c'est de pire en pire, il mange pratiquement plus, il peut plus, ça passe plus. Il peut plus monter les escaliers, une marche à grimper devient un supplice. C'est de pire en pire, il a des douleurs absolument atroces au niveau du cœur, comme si on lui enfonçait des aiguilles à l'intérieur. Il ne peut plus dormir étendu. De jour comme de nuit, il somnole sur un fauteuil, ne se nourrit plus que de bouillon. Et le lundi 2 août 1905, un peu avant midi, sa femme quitte sa chambre pour aller lui préparer un bouillon précisément. Il reste pas seul dans la pièce, il y a sa belle-mère, Madame Landard, qui est là, son gendre également, et ils regardent à la fenêtre, ils ont le dos tourné. Et Maître Philippe va essayer de se lever, il va faire quelques pas et il va tomber sur le sol. Quand on va se précipiter, il est mort, il est reparti rejoindre son ciel. Et puis, il va se passer un truc absolument incroyable le jour des obsèques, qui sera rapporté par quelqu'un qu'il connaît bien à Lyon, qui l'a soigné d'ailleurs. Le jour de son enterrement se passe le 12 août 1904. Alors, il y a une foule nombreuse qui va se presser là, notamment beaucoup d'anciens patients. Et cette femme qui n'est pas au courant de la mort de Monsieur Philippe, très étrangement, dira l'avoir vu le matin de son enterrement passer sous ses fenêtres. Et comme elle le connaît bien, elle lui dit « Allez, Maître Philippe, venez prendre un café ». Et lui de lui répondre « Ah, j'ai pas le temps, il faut que j'aille à mon enterrement ». Alors, elle trouve qu'il est un peu bizarre, elle pensait qu'il lui avait fait une blague. Ouais. Et elle va tomber complètement assise quand elle va apprendre que c'était effectivement le jour de son enterrement qu'elle ignorait complètement, parce qu'elle ne savait pas qu'il était décédé. Alors, des miracles, il y en a eu des tonnes. Il avait des facultés extraordinaires. Celui aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'avoir un pouvoir sur les éléments. Un jour, il fera tomber au pied de Papus la foudre. Il lui avait demandé auparavant s'il avait peur. L'autre lui avait répondu non. Et il a eu peur, parce que quand la foudre lui est tombée brutalement au pied, ça lui avait fait un drôle d'effet. Mais il va y avoir des choses plus amusantes. Par exemple, un été, il déjeune avec des amis au Clos Landard, on est dehors, il y a une chaleur épouvantable, c'est orageux, et il y a un invité qui n'en peut plus, qui sue comme un bœuf, et il dit « Oh là là, si vous pouviez faire quelque chose, une bonne pluie serait rafraîchissante ». Alors, Maître Philippe va faire pleuvoir. Mais alors, la pluie va tomber autour des invités, vous voyez, la table est ronde, donc il va y avoir un cercle de pluie qui va les entourer. Et Maître Philippe dira, vous comprenez, j'aurais pu faire pleuvoir un peu plus, mais figurez-vous que le dimanche, les braves gens ont besoin du soleil. Donc, comme ça, tout ira mieux. Et on se remarquera que si un rideau de pluie encerclait les invités, eh bien, ça ne pleuvait pas sur la table et personne n'a été mouillé. Et le bon monsieur a été bien rafraîchi. Mais le plus drôle, c'est ce qui va se passer avec sa belle-mère. De temps en temps, il y a des anicroches avec Madame Landard, mère. Pourquoi ? Parce qu'il ne travaille pas et qu'il dépense de l'argent. Et il n'en ramène pas. Il dépense de l'argent, oui, il faut savoir qu'il était très généreux, il donnait beaucoup aux pauvres et qu'il réglait tous les mois une cinquantaine de loyers pour des déshérités de sa poche. Et ça vient de la dot de sa femme.
évidemment. Il n'y a rien qui rentre, mais il y a pas mal de choses qui sortent. Et puis, il n'y a pas que ça. Il donne énormément d'argent à droite et à gauche, Maître Philippe. Donc, Madame Landard trouve que c'est un peu fort de café. Et elle en fait, un jour, la remarque assez vive à Monsieur Philippe. Et là, elle ne va pas être déçue. Qu'est-ce qu'elle va voir ? Elle est très matérialiste, Madame Landard, et c'est pour ça qu'il va lui jouer ce tour. Elle va voir les portes-fenêtres du salon du rez-de-chaussée où il se trouve s'ouvrir, et sa commode, tous ces meubles lui appartenaient avant qu'il soit à sa fille. Elle va voir la commode, les guéridons, les tables, les chaises, tout passer, comme vous savez, l'apprenti sorcier dans Walt Disney, le dessin animé, tout passer par la fenêtre. Et tous ces meubles se retrouvent tout seuls sur la terrasse. Et à ce moment-là, comble de malchance, ça n'en est pas fini, une pluie violente va se mettre à tomber et va arroser les meubles. Elle voit ça, elle est dans tous ses états, elle est effrayée, mais elle est surtout éberluée. Et elle a à peine le temps de se remettre de ses émotions, et puis ça lui a cloué le bec, il faut quand même le dire, qu'elle va voir les meubles repartir dans l'autre sens, tout seuls comme des grands, revenir à leur place. Et quand elle va s'en approcher, il n'y aura pas une goutte de pluie qui est tombée dessus, ils seront complètement secs. Inutile de vous dire qu'après ça, elle ne dira jamais plus un mot à Maître Philippe pour lui faire des reproches. Et bon, il avait des cas de médiumnité incroyables, Monsieur Philippe. Il avait cette capacité de voir les choses à l'avance. Il va dire une chose une fois à un évêque. Comme ça, il y avait des témoins d'ailleurs. Il y a plusieurs années, un membre de votre famille fut retrouvé pendu à l'espagnolette de sa fenêtre, et l'on eut la certitude d'un suicide. Eh bien, monseigneur, votre parent ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné d'abord, et ensuite son cadavre a été pendu pour simuler un suicide. Inutile de vous dire que le prélat, qui n'avait jamais raconté à qui que ce soit cette histoire, en reste pantois. Comment avait-il fait pour savoir ce secret de famille ? Alors, qu'est-ce que c'est que les pouvoirs de Maître Philippe ? Par qui ça lui vient ? Souvent, on a souvent dit de lui, finalement, c'est une réincarnation de Jésus-Christ. On avait des raisons de le penser, parce que voilà ce qu'il a dit à certains moments. Mon père m'a envoyé ici pour avoir soin et encourager ses enfants, les aimer, les bénir, les délivrer à l'heure de la mort, c'est-à-dire les présenter à lui en les sortant du trouble. Il dira aussi, mon pays n'est pas d'ici, je ne suis pas de la terre. Il dira encore, j'étais là avant vous, je serai là à la fin. Alors évidemment, ça laisse à penser que... Ah mais non, pas du tout. Quand on lui dira, vous êtes la réincarnation du Christ, moi pas du tout, j'ai rien à voir avec ça. Le Christ est mon ami, ça n'est pas la même chose. Donc il avait aussi conscience, et ça c'est très important, que c'était le mal avec un M majuscule qui gâchait tout pour l'humanité. Que ce mal c'était les guerres, les haines, tout ce qu'il y avait de plus noir en l'homme. Et que les maladies du corps restaient l'expression de ce mal. Et il disait, il n'y a qu'une chose pour combattre ou annuler le mal, il y a une antidote, une seule, c'est l'amour. Le diable est là, ne croyez pas qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, il dira au docteur Lalande, lorsque j'étais enfant, je criais comme un perdu et personne ne me comprenait car je me battais contre le diable. D'ailleurs, il fumait beaucoup, Monsieur Philippe, aussi bien la cigarette que la pipe, et il disait que c'était pour éloigner les énergies négatives. Mais bon, en attendant, il sait que le mal, c'est la gangrène de la terre. Mais il sait, et il le dit à plusieurs reprises, que le mal sert la lumière. Et c'est pour ça qu'il ne demande jamais d'argent à ses patients. Il leur demande de se transformer, de ne plus médire, de renoncer à leurs créances, à leurs procès, de devenir meilleurs. Et pour comprendre ça, il faut relire des petites phrases qu'il a dites. Il va dire le mal doit faire son chemin. Il ne faut pas le combattre à la façon des moralistes qu'englue la hantise des péchés. C'est ce que dira Marthe Robin. Et puis il va dire un jour comment le mal progresserait s'il n'allait chez personne. Et à la fin de la phrase, il explique « Car le mal ne doit pas être détruit, mais transformé en bien. » Et c'est exactement ce que vous retrouvez dans les dialogues avec l'ange. Ouais. Le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt. C'est la voie christique directe. Donc, l'amour efface le mal. Il faut transmuter. N'oublions pas que Maître Philippe était également alchimiste à ses heures. Il avait 3 laboratoires, d'ailleurs, où il essayait de fabriquer des médicaments durant la nuit. Et il dit, et ça c'est son grand leitmotiv, l'amour c'est tout. Si vous aviez cet amour, vous obtiendriez le soulagement et la guérison de tous ceux qui souffrent. Voilà ce qu'est Maître Philippe. Maître Philippe a parfois choqué parce qu'il a refusé de guérir. Et précisément en accord avec ce principe.
D'ailleurs, il y a un exemple qui est intéressant. Un jour, il est avec un de ses disciples, et j'en terminerai par cet exemple. Et il y a un de ses disciples qui lui dit, mais enfin, à chaque fois que Madame Machin vient à la salle, vous refusez de guérir son mari. Pourquoi ça? Et un jour, il va lui répondre, il va lui dire, mais vous savez, elle s'est jamais occupée de son prochain, cette femme. Jamais. Elle n'a jamais rien fait. Et un moment plus tard, voilà que Maître Philippe s'arrête net de marcher. Et le disciple l'entend dire, l'ami, allez, c'est fait, l'homme est guéri. Alors le disciple n'en revient pas, et Maître Philippe lui dit, ben voilà, il se trouve que j'ai vu quelque chose. Je l'ai vu qu'elle était en train d'aider d'une vieille femme qu'elle ne connaissait pas à porter son filet à provisions jusqu'à sa porte. Ouais, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait une bonne action, celle-là. Une action gratuite. Et il regarde puis lui dit, tu vois, vous voyez, si vous aviez fait la même chose, ça n'aurait pas suffi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de son évolution spirituelle et son évolution de conscience, il y a des degrés au niveau de l'exigence de ce qu'on vous demande. Et il y a le plus bas qu'on vient de citer, mais plus vous êtes évolué, plus on vous demandera. Voilà. Donc Maître Philippe, c'est ça. C'est des miracles, mais c'est une leçon de vie. Alors évidemment, il y a des tas de choses à dire sur ce qu'il a dit, sur ses prodiges et tout ça. Peut-être qu'on pourra faire une autre émission là-dessus d'ailleurs. Mais je tenais surtout aujourd'hui à vous raconter sa vie. Parce qu'elle est intéressante, elle est importante et elle est absolument unique. Oui, c'est un magnifique témoignage, un magnifique récit et très interpellant en tout cas. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est formidable, oui. Bah écoutez, Elisabeth, on se retrouve en septembre. Mais oui, avec plaisir. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci à vous aussi. Bonnes et à vacances vous tous aux auditeurs, d'ailleurs. voilà. Et à très bientôt. À bientôt. Fréquence Évasion.